Bon, merci. Je suis heureuse donc d'intervenir pour la deuxième fois dans le programme de l'ARAL, toujours sur la même thématique, la thématique qui est chère à mon cœur, hein, de la ruralité, de l'agriculture et de leurs enjeux aujourd'hui. Nous allons réfléchir tous les cinq donc à des questions importantes pour notre vie quotidienne aujourd'hui. Question des circuits courts, question du goût, question de la qualité de notre alimentation. C'est vrai que c'est au cœur de bien des conversations ou de bien des émissions de télévision ou de radio. Que mange-t-on? Qu'y a-t-il dans notre assiette? Alors, on va en parler tous ensemble, mais peut-être avant, je vais demander à chacun d'entre vous, c'est la moindre des choses, de se présenter et après, on reprendra donc le fil. Alors, Madame Alassane, oui, Anne. Je vais vous appeler par vos prénoms, ce sera plus simple pour simple. Tout. Oui, alors Anne. Je ne sais pas si le micro marche. Moi, j'ai l'impression que le mien... Non, ça ne fonctionne pas. Hein. Attends, pourtant celui-là est allumé. Voilà, merci. Bon, alors Anne. Oui, donc je suis Anne Alassane, je suis la chef du restaurant Le Lano à Boisseuil, Limoges d'adoption depuis 6 ans, voilà, à peu près ce début d'année. C'est une région que j'ai appris à aimer, dans laquelle je me suis, je pense, bien adaptée et qui est riche en produits et en savoir-faire, et dont je suis fière aujourd'hui de faire partie. Donc Gilles Villeneuve, je suis éleveur avec mon épouse à Nantia, la petite ferme de Gilles et Julie. On a un élevage de cochons cunoirs et de vaches limousines. On est installé depuis 2008. On commercialise en bovin 60% de notre production en circuit court et en cochon cunoir 100%. Donc Jonathan Lebrun, moi je suis pisciculteur, donc j'élève des truites. J'ai créé la pisciculture en 2019, du coup voilà, sur un ancien moulin. Je fais de l'élevage, voilà, j'ai fait mes études dedans, j'ai toujours travaillé dedans. Et là j'ai fait de l'élevage de truites, surtout pour la consommation. Donc pareil, tout en circuit court, en vente directe ou alors avec les restaurateurs. Avec tous les produits qu'on peut imaginer avec de la truite, donc de la truite entière, classique, en allant jusqu'au fumé, à la soupe, à la rillette, jusqu'aux produits même transformés, comme des sushis à l'occasion, des choses comme ça. Vincent Sarmadira, donc je suis éleveur de vaches limousines à Dubersac en Corrèze, installé depuis 2001. Récemment dans les circuits courts depuis 3 à 4 ans. Aujourd'hui avec 80% à peu près de ma production commercialisée ainsi et avec un objectif de passer à 100% en circuit court. Toute ma production a pour objectif de passer en circuit court dans les années à venir. Bon, mais je vais peut-être vous laisser le micro parce qu'on va commencer par les produits de base, alors viande de bœuf, viande de porc, poisson, et on terminera par Anne finalement parce qu'elle se trouve au bout de la chaîne, au bout de la chaîne et à la consommation, le geste final, j'allais dire. Alors Vincent, pouvez-vous nous parler de votre production, de votre travail, de votre engagement, et je vais d'emblée vous poser une question. Vous avez dit que vous travaillez pour les circuits courts, je crois, depuis 3-4 ans. Oui. Ça veut dire qu'avant, vous faisiez autre chose ? Alors, pour remonter un peu à la base de l'exploitation, moi je me suis installé en 2001 en société avec mon père. On a toujours produit de la limousine. On exportait, on produisait, on a toujours eu un atelier d'engraissement sur la ferme. On est naisseur-engraisseur. Donc on commercialisait toutes nos bêtes par des marchands, par des groupements.
Mes bêtes étaient engraissées sur l'exploitation et finissaient pour 80% d'entre elles en Italie. Elles étaient exportées en vif et abattues, arrivées en Italie. Et avec une alimentation qui devenait de moins en moins dans l'attente que j'avais de la production que j'attendais, quoi. Et donc les circuits courts m'ont permis de me rapprocher du consommateur, de me rapprocher de la demande des consommateurs et de me rapprocher de l'idéologie que je me fais de la production de la race limousine. On a une race locale qui est de haute qualité et c'est quand même dommage qu'elle soit exportée hors de nos frontières. On est capable de la commercialiser chez nous et de manger de la bonne viande. Merci donc pour cette précision. Alors, comme vous avez déjà dit que vous étiez exploitation naisseur, engraisseur, est-ce que vous pouvez donc nous donner des précisions sur la façon dont vous procédez, dont vous élevez, et notamment, enfin, je pense que le mot traçabilité n'est plus de mise aujourd'hui, parce que c'est quelque chose qui était apparu dans les années 95 ou 2000, au moment de la crise de la vache folle et de la maladie de Crostel-Jacob. Mais est-ce que vous pouvez rassurer les personnes qui consomment votre viande sur la bonne qualité de cette viande? Alors, sur la qualité de la viande, oui, on peut les rassurer. C'est tout l'intérêt justement du circuit court. Ma production, moi, mes bêtes sont nées, élevées, abattues sur ma commune, sur la commune de Lubersac. Elles ne font pas des kilomètres et elles ne sont pas mélangées à d'autres bêtes. Je livre mes bêtes individuellement à l'abattoir. Mes carcasses sont transportées jusqu'au magasin. Il y a une traçabilité qui est à l'animal. Pas comme dans certains, aujourd'hui, dans des grandes surfaces, où c'est aujourd'hui une traçabilité au lot. C'est un mélange d'animaux qui viennent de plusieurs élevages, de plusieurs... c'est un lot, c'est plus une bête, c'est un lot. Mes bêtes sont élevées sur la ferme, donc. Alors pour ce qui est des veaux, je produis des veaux rosés, style ce qu'on appelle le veau d'Aveyron ou le veau de Saint-Thirier. C'est un veau qui, contrairement au veau de lait traditionnel qu'on avait l'habitude de produire en Limousin, qui se produit toujours en Limousin, c'est une viande qui est beaucoup plus rosée, mais c'est un veau qui a 8 mois, qui est abattu juste avant l'âge de ses 8 mois pour avoir l'appellation veau, mais qui a mangé, qui a tété, qui est dans des bâtiments assez grands, qui est passé au pré. C'est une viande qui est totalement différente, qu'il faut faire connaître aux consommateurs, qui a beaucoup plus de goût et qui est pour moi plus dans le bien... C'est un peu compliqué à expliquer, mais pour moi c'est plus dans mon but d'élever des bêtes. On n'élève pas des bêtes forcément pour les manger derrière, enfin si, pour les manger, mais on essaye de les élever du mieux qu'on peut. Et moi aujourd'hui, un veau de lait qui va avoir 4 mois d'âge, qui va avoir que bu du lait durant toute sa vie, qui va n'être jamais sorti, c'est une viande en plus qui n'a pas de goût pour moi. Je trouve ça dommage, quoi. On peut produire quelque chose de meilleur dans de meilleures conditions. Et ensuite, tout ce qui est bœuf que je commercialise au magasin, c'est des vaches et des vaches de réforme, des génisses. Récemment, du vrai bœuf de 30 mois, castré, qui est élevé au pré jusqu'au sevrage, qui repasse au moins 1 an à l'herbe, qui sont engraissés ensuite uniquement en ration sèche, c'est-à-dire des céréales, du foin, et en non-OGM. J'ai pris la décision de passer mon alimentation en 100% non-OGM. D'accord. Et vous produisez l'alimentation, en partie l'alimentation de votre troupeau vous-même? Alors je produis toutes mes céréales, tous mes fourrages. La seule chose qui est achetée aujourd'hui, c'est ma protéine. C'est du tourteau de colza français non-OGM. D'accord, d'accord. Et donc, pour vous, il n'y a pas de production de veau de lait, de ce qu'on appelle veau de lait. Vous produisez le veau rosé. J'ai produit pendant des années du veau de lait et je suis arrivé à produire aujourd'hui du veau rosé.
D'accord. Et il n'y a plus d'exportation vers l'Italie non plus? Non, je n'exporte. Toutes mes bêtes sont abattues abattues et commercialisées, au moins abattues. Après la commercialisation des bêtes que je ne vends pas en circuit court, je ne peux pas la gérer, quoi. Mais c'est ou abattu sur l'abattoir de Libersac ou l'abattoir de Limoges. Et vous commercialisez alors le magasin de producteurs Brenne Campagne, grâce à qui on vous a connus, tous les trois d'ailleurs en fait. Alors oui, je commercialise depuis 2018 au magasin Brenne Campagne à Couzex, à peu près 60% de ma production en veau et en bœuf. Et ensuite, le reste est commercialisé pour une partie sur un supermarché de Libersac. Il n'y a pas de vente à la ferme, de vente directe? Non, je n'ai pas de vente directe à la ferme. Direct, d'accord. Et donc, je crois que votre exploitation a le label haute valeur environnementale. Vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit? C'est bien ça, hein? Oui. Alors, oui, j'ai pris ce créneau qui s'est ouvert il y a 3 ans à peu près. C'est une certification de l'État suite à un audit de nos exploitations, haute valeur environnementale, de niveau 3. C'est une certification qu'on obtient en limitant nos intrants, ce qui est pesticides, engrais chimiques. Il faut produire une grosse partie de notre, produire une grosse partie de notre alimentation sur l'élevage bovin. C'est une certification qui est gratuite. Voilà pourquoi j'ai pris aussi ce créneau. Parce que je me suis longtemps posé la question par rapport au bio. Et j'ai rien contre le bio, j'y serais même peut-être passé. Aujourd'hui, si je passe mon exploitation en bio, c'est une répercussion sur le prix à la consommation de 20 à 30%. Aujourd'hui, le bio en France, le consommateur est très demandeur et j'estime que l'État ne fait pas les démarches pour faciliter cela. Aujourd'hui, le bio, ça coûte cher. Ça coûte des qualifications, au magasin, l'exploitation, c'est des baisses de rendement, c'est des baisses de production. Par exemple, du colza bio va être à peu près à 3 à 4 fois plus cher que du colza conventionnel. Alors qu'il est non OGM, il est français. Je trouve que c'est quand même dommage de ne pas pouvoir arriver à baisser ses coûts de production en bio. Et vous m'avez dit, lors d'un entretien préalable, que vous comptiez à peu près 1,5 hectare par bête. Ça veut dire que vous avez extensifié, si vous me permettez ce mot, votre élevage. Parce qu'il y a quelques années, je pense que c'était plutôt la norme 1 hectare pour une vache à peu près. Oui. À mon installation, on était même à presque une vache et demie à l'hectare. D'accord. Aujourd'hui. Et alors, comment expliquez-vous cela, justement? Enfin, j'ai une petite idée, mais quand même. Aujourd'hui, de toute façon, nos exploitations, elles vont rechercher une autonomie alimentaire. Il faut élever les bêtes qu'on peut avec ce qu'on a. Il faut limiter les achats. Et aujourd'hui, de toute façon, on le voit encore plus aujourd'hui avec l'augmentation des prix des céréales, des prix des intrants et tout. On n'a pas le choix. On ne peut que avoir le nombre de bêtes qu'on peut nourrir. Si on doit acheter pour nourrir, c'est plus la peine. Et des produits azotés, si vous en utilisez même un petit peu. Ah oui. Produits azotés, j'ai pas à m'en cacher. Je fais une 20aine d'hectares de céréales. Je passe un apport d'engrais azotés au printemps sur mes céréales pour les faire démarrer au printemps. Et puis voilà quoi. Mais aujourd'hui, les prix sont tels que, de toute façon, on limite. Oui. Et est-ce que vous pensez que quand même si vous n'êtes pas en bio, votre viande, moi je peux en certifier, je le sais, votre viande est une viande de qualité. C'est pas parce que c'est bio que c'est de meilleure qualité. Ça n'a rien à voir avec la qualité, le bio. Le bio et la qualité n'ont rien à voir. Alors, le bio va vous garantir, par rapport à certains modes d'élevage, une viande plus saine peut-être,
mais pas meilleure. Pas meilleure, un peu plus saine parce qu'il n'y aura pas de... Oui. Mais vous trouvez aujourd'hui des viandes qui ne sont pas bio et qui sont tout à fait saines. Et alors, je vais passer la parole à Gilles parce que je sais qu'il a un élevage bovin, donc on va comparer un petit peu. Mais je voulais vous demander, Vincent, vous, si vous aviez en une phrase ou deux, hein, on n'est pas à quelques minutes, votre définition de la viande de qualité. Une viande de qualité, pour moi, c'est une viande qui a eu enfin, ça part déjà de l'animal, mais c'est une bête qui a vécu dans de bonnes conditions, une bête qui n'a pas souffert, une bête donc qui... le bien-être animal. Le bien-être animal. La bonne viande part d'abord du bien-être animal. D'accord. Et il faut laisser le temps à l'animal de se développer. Il faut pas vouloir une viande forcément vite. Pour avoir une très bonne viande dans du bœuf, il faut des durées d'engraissement très longues. Il faut aller doucement et longtemps. Mais on a bien changé là depuis même une vingtaine d'années parce qu'à un moment donné, on était dans un élevage intensif et produire le plus vite possible avec une viande qui n'était pas excellente, qui rendait de l'eau à la cuisson. On a connu ça, enfin moi j'ai connu ça. On a connu ça avec certains modes d'élevage, des matières... la protéine qui était apportée de façon un peu chimique presque dans l'alimentation, hein, qui est toujours tolérée. Et après, avec une viande qui était, je vais y revenir dessus, mais une viande qui était, des bêtes qui étaient engraissées très rapidement, qui mettaient de la graisse, du gras, oui. Qui mettaient du gras de couverture qu'on appelle, c'est-à-dire autour de la carcasse, mais pas dans la viande. Pour qu'une viande soit tendre, il faut qu'elle ait du persillé. Et c'est le point fort de notre race limousine, c'est le persillé dans la viande. Et il lui faut longtemps pour le mettre, ce persillé. Bon, donc merci. Gilles, oui, vous, votre production de vaches, elle est peut-être un peu différente. Il me semble que vous élevez des broutards, non? On a un élevage de 80 mères vaches où on fait des broutards, on fait comme Vincent du veau rosé. Oui. Qu'on vend sur l'exploitation et à 2-3 boucheries et 2-3 restaurants aux alentours. Et le reste, oui, est gardé pour renouveler le cheptel et les mâles partent à l'exportation, oui, pour l'instant. D'accord. Et est-ce que vous... Après, je vais vous laisser la parole. Vous allez nous parler de votre production de porc cul noir. Alors, justement, parce que c'est intéressant, cette race qui était presque perdue et qui a été sauvée par des éleveurs de Saint-Thierry, non, c'est ça? Oui, elle a été sauvée par quelques éleveurs qui étaient passionnés de la race, et heureusement. Voilà, la production repart petit à petit. Nous, pour l'instant, on ne fait pas net sur l'exploitation. On achète des porcelets à différents éleveurs adhérents au syndicat de la race. Je précise, de Chaptelat, de Ségur-le-Château, c'est ce que vous m'avez dit. Donc, on reste quand même dans l'esprit des circuits courts. Oui. De toute façon, les élevages de porc cul noir sur la Haute-Vienne ou la Corrèze, ils sont là, ils ne sont pas ailleurs. Ils sont très peu nombreux. Donc, oui, on a... j'ai 3 éleveurs qui font naître et où on se sert, où on achète nos porcelets, donc Chaptelat, Cussac et Ségur, voilà, d'où viennent mes cochons. On produit 100 culs noirs par an. D'accord. Qu'on transforme en totalité, que ce soit en salaison, charcuterie ou viande. Et vous faites, alors la commercialisation, c'est... vente directe? Vente directe à la ferme, parce qu'on a un petit magasin, un petit point de vente à la ferme. Au magasin au bras de campagne à Couzex, on peut retrouver des conserves, de la salaison et de la viande une fois par mois. Et des restaurants et quelques boucheries. D'accord. Et oui, des restaurants, quelques boucheries. Et alors, est-ce que vous pouvez nous parler de l'alimentation alors des porcs cul noirs? Alors mes cochons cul noirs vivent dehors toute l'année, ont une alimentation à base de céréales
complémentaire azoté, on revient sur l'alimentation bovin. C'est des tourteaux de colza non aux OGM et céréales, un mélange de céréales. D'accord. Qui n'est pas produit sur la ferme, qui est acheté pareil à des voisins qui produisent de la céréale non OGM. C'est ça. Donc vous êtes, vous vous approchez du bio un peu. Oui, mais vous n'êtes pas en bio. Circuit, nous on n'est pas bio, mais Vincent en 5 minutes il a tout résumé. On n'est pas bio, mais on est très proche du bio. Ouais, on met très peu d'engrais. Nous, on met très peu d'engrais, très peu de pesticides, pour dire quasiment pas. Et puis voilà, on travaille en non-OGM depuis notre installation en 2008. Voilà, Et il faut laisser le temps au temps pour l'élevage des porcs. Je pense que vous les gardez longtemps, avant de les commercialiser. Les cochons sont abattus. L'arrivée des cochons, ils arrivent à l'âge de 2 mois, post-sevrage, et ils sont abattus à l'âge minimum de 15 mois. D'accord. Bon, d'accord. Bon, Anne, est-ce que vous avez des questions à poser à nos éleveurs de viande? Pardon, une intervention. Oui, je trouve la remarque de Vincent. Je vais y arriver. Très juste concernant le bio, puisque nous, du coup, comme vous l'avez dit, on est au bout de la chaîne, et en fait, si pour eux c'est 30% plus cher, pour nous, vous pouvez imaginer la suite. Donc moi, j'essaye au Lano notamment, puis je suis en train aussi de monter un autre restaurant à Limoges, donc l'idée d'être aussi en circuit court et en 100% local, au maximum local. L'idée, c'est en effet se rapprocher des producteurs et d'arriver à comprendre pourquoi en fait on n'aide pas plutôt les gens qui veulent faire du produit propre, qui veulent faire de l'élevage propre, et qu'on ne mettrait pas des taxes justement sur ceux qui font du sale, entre guillemets. Oui. C'est ça, ma question elle vient de là. Là, par exemple, je suis passée au pain bio au Lano. Donc on a un artisan boulanger qui nous fait du pain bio, céréales bio qui viennent de Dordogne, etc. Moi, le pain, j'achète 30% plus cher quasiment. Et qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je le répercute au client? Non, je peux pas. Et le client, par contre, il le sent, lui. Il est pas, il sent très bien que le pain il est bon, que c'est pas le même qu'avant, etc. Même si avant, on passait déjà avec un boulanger local, mais bon, peut-être avec des farines moins, différentes. Et en fait, on peut pas le répercuter. Donc nous, ce coût-là supplémentaire. Alors c'est vrai que sur du pain, alors par exemple, je sais pas si j'ai tant de pain par mois, 30% de plus, le pain, on l'offre en fait. Donc ce coût-là, je ne le répercute pas aux gens. Et c'est vrai que c'est tout comme ça en fait, dès qu'on veut passer. Moi, mes légumes viennent de Lubersac justement, de chez Odette Garcia, et elle est passée aussi en haute valeur environnementale depuis peu. Elle en est très fière, et je préfère travailler avec cette dame dont je sais, j'ai visité son exploitation, je sais d'où elle vient, etc. Plutôt que de dire je vais acheter absolument du bio qui va venir peut-être, je sais pas, si on a de la chance, de la Sarthe ou de l'étranger. Ou de l'étranger. Et aujourd'hui, je suis dans cette démarche-là. Et je pense que beaucoup devraient l'être, et que c'est très important justement de savoir d'où vient le produit avant même de. Mais c'est dommage qu'il n'y ait pas des démarches en effet qui soient faites pour aider des personnes qui font attention à leur métier, qui ont une conscience professionnelle et une conscience d'humain tout simplement pour l'environnement, etc. Est-ce que vous avez des questions les uns pour les autres? On va passer la parole à Jonathan qui va nous parler de son élevage de truites. Alors, je vais peut-être faire une petite remarque au début, avant. C'est que c'est pas très limousin, on dira, de l'élevage de truites. C'est pas spécifiquement limousin. Cependant, j'ai quand même voulu faire intervenir Jonathan parce que notre association lui avait remis l'an dernier une mention pour le patrimoine vivant.
parce qu'on trouve qu'il travaille bien, et puis aussi parce qu'il m'a dit que l'eau, c'était très important pour lui, et l'eau qu'il utilise, c'est l'eau de la Couze, c'est l'eau du Massif central, et c'est vraiment le patrimoine vivant de la Haute-Vienne et du Limousin. Donc, on dira que sont la pisciculture et l'eau. Alors, je vous passe la parole, Jonathan. Tout à fait, mais la pisciculture et l'eau sont vraiment intimement liées de fait. Mais le Limousin est une terre d'élevage piscicole à la base, plus en poisson d'étang. Oui. Ça s'est perdu, en fait, c'était des choses qui étaient comme un poulailler. En fait, tout le monde avait un étang, tout le monde le vidait tous les ans et on récupérait les poissons, ça s'échangeait, on les consommait. Et voilà, ça s'est perdu au fil des années. C'est vrai que dans la zone de Touron, Nantia, et même il y a énormément d'étangs. Enfin, quand on suit la route, il y a des étangs partout. Il y a le circuit des étangs. Oui. Je me souviens, quand j'étais enfant, il y avait des pêches à la fin de la saison et on vendait le poisson sur la berge. Et il y avait des ventes de tanches, de carpes, de gardons, de brochets aussi. Bon, on en voit plus. Non, c'est comme ça aussi qu'il y avait de la diversité écologique. En fait, les poissons s'échangeaient et les étangs étaient entretenus et ça fonctionnait comme ça. Ça s'est perdu en fait en habitude de consommation quand le poisson d'élevage aussi arrivait un peu plus en plus grand nombre. Le poisson sauvage aussi est un peu plus démocratisé à ce moment-là où il venait plus facilement dans les terres. Donc les gens avaient un peu plus accès à ça. Et du coup, ça s'est perdu comme ça et l'entretien des étangs aussi. Donc ce patrimoine-là est aussi tombé un peu en désuétude. Ça, c'est intéressant parce que c'est vrai que quand on était enfant, le poisson de mer, il arrivait très très peu dans les campagnes limousines. Et c'était surtout du poisson de rivière ou du poisson d'étang qu'on consommait. Et même si on remonte plus loin dans le temps, moi j'ai travaillé sur le XVIIIe siècle. Et au XVIIIe, les gens, quand ils faisaient un repas exceptionnel, ils mangeaient des poissons de rivière ou des poissons d'étang. Mais en fait, c'était le local du moment. En fait, c'est juste qu'on ne pouvait pas le faire venir d'ailleurs, donc on mangeait du local. Parce et puis c'est vrai que l'élevage, nous on a vu arriver le brochet d'élevage. Ça n'a rien à voir avec le brochet sauvage. Oui. Après, le brochet d'élevage, voilà, en France, ça se fait pas ou très peu. Après, il y a des pays, les pays de l'Est, comme l'Allemagne, la République tchèque, et des choses comme ça. En fait, ils en mangent énormément. Donc, eux, ils ont démocratisé ces élevages de poissons d'étang. Moi, j'ai un souvenir épouvantable de poissons d'élevage. J'ai voulu faire plaisir à mon mari, lui faire goûter une carpe. Et j'ai acheté une carpe dans une enseigne que je ne nommerai pas. Et c'était une carpe de Tchécoslovaquie. Mais c'était épouvantable. Elle était épouvantable. Elle partait, c'était comme, je sais pas, c'était comme de la poudre. Enfin, c'était un goût épouvantable. Oui. Donc, je pense que... Ça, c'est aussi le gros... Alors, ce problème-là, c'est peut-être d'une fraîcheur, mais le gros problème du poisson, ça va être le goût de vase, par exemple. C'était même pas un goût de vase. C'était même pas un goût de vase. On le reproche beaucoup aux poissons d'étang de nos jours. Oui. Et ça, de nos jours, en fait, on sait l'enlever, en fait. On sait mettre les poissons dans une eau claire pour pouvoir les épurer et enlever tous les goûts parasites. C'est aussi venu, par exemple, avec l'esturgeon, où on fait très attention qu'il n'y ait pas de goût de vase dans le caviar. Donc, du coup, maintenant, on le fait même pour des poissons pour la chair. Même le cendre pouvait avoir un goût un peu... Pourtant, le cendre, c'est un poisson fin, mais un goût un peu fort de poisson de... Oui, après, ça dépend aussi de son âge. Oui. Voilà, c'est ça. Bon, alors, vos trucs, Jonathan. Donc moi, du coup, je suis sur la Couze. J'ai créé la pisciculture. Donc moi, je suis né en Haute-Vienne. Je suis parti un peu travailler ailleurs. Vous avez fait vos études à Ahun ? Oui, j'ai fait mon BTS aquacole au lycée d'Ahun, en Creuse. En fait, je me suis installé sur une pisciculture en location en Dordogne et j'avais à cœur de revenir ici, sauf que en fait, la ressource en eau, même si on a beaucoup d'eau en Limousin, elle est quand même assez compliquée. On a des étés très chauds, on a des sécheresses, et pour le poisson, c'est quand même assez compliqué en élevage. Et du coup, il n'y avait pas de pisciculture de disponible pour ça, donc j'ai créé la pisciculture sur un moulin, qui est le gros avantage du site, en fait, c'est qu'on est juste derrière le lac de Saint-Pardoux. Le lac de Saint-Pardoux a une digue de 17 mètres de haut. Il fait 330 hectares. Et en fait, c'est une réserve d'eau immense. Et l'été, du coup, depuis une loi sur l'eau, 2008, tous les étangs sont obligés de se vider par le fond pour éviter la sédimentation. Et du coup, j'ai de l'eau fraîche tout l'été. Il y a 2 ans, les autres piscicultures
sont arrivés à des eaux à 24-25 degrés l'été. Moi, je suis resté à 16-17. Donc, pour moi, pour le poisson, c'est vraiment la première qualité, parce que la première qualité qu'on peut rechercher. Parce que l'aliment, en fait, on va avoir quasiment tous le même. Hein. Tous les poissons sont des carnivores, donc tous les poissons mangent de la protéine. Et ça peut être que fait par des farines de poissons, parce qu'on ne met plus de farine d'animaux terrestres depuis plusieurs années avec toutes les histoires de maladies. Donc voilà, en termes d'alimentation, moi j'ai un aliment qui est bio, mais ça va pas changer toute la donne sur la qualité du poisson. Vraiment, ce qui prime, c'est la qualité d'eau et surtout la quantité disponible par poisson. Ce qu'on reproche de nos jours au saumon, quand on dit que c'est pas bon, c'est que, en fait, nous Français, on est les premiers consommateurs de saumon et du coup, on en mange beaucoup. Et en fait, ils en produisent trop pour un espace trop restreint qui fait que... Là, c'est intensif, là, du coup. Là, c'est plus qu'intensif. On n'est pas dans l'extensif. Et du coup, là, on concentre tout, les déjections, et du coup, le milieu ne peut plus l'assimiler. C'est pour ça qu'en fait, ça crée beaucoup de problèmes dans l'élevage et ça fait des dérives et du poisson qui devient quand même moins intéressant et moins bon à manger. Mm-hmm. Et vous n'avez pas vos petites truites, vous n'êtes pas naisseur. Alors j'aimerais, j'ai essayé l'année dernière où du coup je me suis fait un peu surprendre par une crue où j'ai tout perdu. Donc là je me suis relancé, j'ai essayé de faire cette année avec mes premiers poissons, mais en fait vu qu'ils avaient que 1 an, ils n'étaient pas, enfin voilà, c'est pas des vrais géniteurs, donc les œufs il y avait un très très mauvais rendement. Donc je n'aurai pas de reproduction cette année encore, mais j'espère bien l'année prochaine pouvoir faire mes premiers repros et d'avoir à la suite mes alevins, mes propres alevins de A à Z sur la pisciculture. Donc les alevins, vous les achetez? Oui, je fais venir mes truitelles. Alors, quand j'ai commencé, j'ai aussi fait venir des truites un peu plus grosses pour pouvoir faire du poisson. Ce qu'on dit, une truite de 3 kg, donc ce qu'on sert souvent pour faire du fumé ou des préparations, il faut logiquement 2 à 3 ans d'élevage. Donc j'ai pas commencé tout de suite qu'avec des alevins. Donc après j'ai pris des truites un peu plus grosses que je fais pousser quand même plus longtemps pour arriver à des grosses truites. D'accord. Et vous avez, donc alors vous nourrissez avec un aliment bio et vous avez également un aliment qui vient de la côte africaine, mais c'est celui-là? Ah non, en fait, l'aliment des poissons, en fait, c'est des farines de poisson. Et les farines de poisson sont faites avec un poisson qui s'appelle la sardinelle. C'est de la pêche minotière. Et ça, c'est pêché sur la côte africaine pour nous. Après, il y en a qui sont faites en Amérique, mais nous, c'est surtout des farines issues de la côte africaine. D'accord. Et alors, quelles sont les variétés, les espèces de truites que vous produisez? Donc, il y a la fario, bien sûr, et puis l'arc-en-ciel. Oui. Alors, du coup, il y a surtout l'arc-en-ciel. Oui. Parce que voilà, c'est un poisson... Je dis fario parce que c'est celle que je préfère, donc j'ai commencé par celle-là. Je comprends, mais la fario, ça devient très compliqué maintenant d'en avoir, quasiment, d'en trouver, parce que plus personne ne veut en faire, parce que les gens ne mangent plus de poisson entier. Et la fario est une truite qui grandit beaucoup plus lentement. Donc, en fait, on ne peut pas faire de filet avec ce poisson-là parce qu'il faudrait beaucoup trop de temps d'élevage. Et en plus, elle ne prend pas le colorant. C'est ça, elle reste blanche. Voilà, blanche-grise. Donc, du coup, voilà, pour les gens, c'est pas assimilable à un poisson qui est bon. Donc, on la consomme moins, entre guillemets, pour ces raisons-là. Pourtant, le goût est exceptionnel de la fario. C'est un poisson qui grandit moins vite, donc forcément, les chairs sont plus denses. Et ouais, souvent, les clients disent qu'il y a quand même beaucoup plus de goût dans une fario que dans une arc-en-ciel. Et alors, justement, je vais vous poser la question, là, vous me tendez la perche. Quelle est votre définition du goût et de la qualité pour vous, pour votre production? Du coup, je vais reprendre sur ce que vous avez dit tout à l'heure pour la viande bovine, où dans le temps, en fait, quand on faisait cuire, du coup, ça rendait de l'eau. Mais là, en fait, pour le poisson, c'est pareil. Si vous prenez un pavé de saumon classique et vous prenez ma truite ou la truite qu'on peut trouver en grande surface, vous allez voir que si vous faites cuire, le rendu que vous allez avoir à la fin, en fait, la perte entre le gras et les chairs qui sont moins denses, moins serrées. En fait, moi, quand je vois mes truites, sur les marchés, j'arrive à les faire cuire aussi en filet. Du coup, les filets ne bougent pas, en fait. Donc, du coup, il y a moins de gras. Il y a quand même du gras comme pour la viande rouge. Il faut que ça soit persillé parce que c'est ça qui va faire le goût. Mais c'est pas du gras qui va se perdre dans la poêle et qui va donner une sorte d'amertume. Donc, c'est vraiment... la truite, elle est les chairs denses. Et du coup, elles sont plus goûteuses parce qu'il y a plus de mâche. Oui, il n'y a pas de déperdition de quantité à la cuisson. Logiquement, non. Non. Et alors, donc, vous vendez les truites donc, à Braine-Campagne, vous commercialisez chez vous, il y a une vente directe, oui. Les marchés?
Oui, donc moi voilà, j'ai une petite boutique, même si voilà, depuis 2019 c'est assez compliqué avec le Covid. Après voilà, je fais des petits marchés environnants autour de chez moi, après je fais des marchés événementiels et après j'ai les boutiques de producteurs sur Limoges. Oui, Et- aussi, oui, il n'y a pas que Braine, Non, Campagne, ouais. Couzex, vous travaillez aussi sur Limoges. Oui. D'accord. Et vous vendez à des restaurants aussi? Oui, j'ai quelques restaurateurs qui D'accord. me prennent le produit. Et j'aimerais que vous nous parliez, que vous nous parliez de l'aquaponie. Oui. C'est quelque chose que j'ai découvert chez vous l'année dernière, donc Alors l'aquaponie, c'est un peu un phénomène de mode, mais moi je m'y suis beaucoup intéressé. C'est un mode de production en fait où dans un circuit fermé, on va allier l'élevage de poissons et la culture maraîchère. Ou des plantes, ça peut être des plantes d'ornement, mais voilà, une culture qui va être végétale. Et en fait, les poissons, les déjections des poissons, donc du coup on met un aliment qui coûte très cher, pour les truites par exemple, et quand les truites ont assimilé cet aliment, il y a quand même des rejets, et là ça part dans la rivière, ça part dans l'environnement. Après voilà, dans des petites piscicultures, en dessous de 20 tonnes de production à l'année, on n'a pas besoin de... C'est vraiment négligeable en termes de rejets. Mais l'intérêt c'est de valoriser aussi cet aliment. Donc l'aquaponie, en fait on va nourrir les poissons, et en fait on va récupérer les déjections des poissons pour pouvoir nourrir les plantes. Comme font en fait les agriculteurs quand ils mettent le fumier des vaches dans leur champ pour pouvoir fertiliser leur champ, mais en fait nous on va faire pareil, mais ça va être assimilé tout de suite parce que c'est dans de l'eau, et du coup le circuit se fait tout de suite. Et je m'y suis intéressé surtout pour pouvoir faire alors je fais des préparations, je fais des rillettes, je fais des soupes, et en fait j'utilise des aromates, de l'oseille, de la nette, de la ciboulette, enfin voilà, toutes sortes de plantes. Et déjà j'aimerais être autosuffisant en autoproduction en fait pour ces plantes-là. Et puis pourquoi pas en proposer aussi aux gens pour pouvoir avoir quelque chose de sain, parce que même si, alors ça peut pas être allié au bio parce qu'il n'y a pas d'assimilation à la terre, c'est ça qui est important dans le bio. Mais là, le plus important en fait, c'est que vu qu'il y a les poissons et les plantes en même temps, vous ne pouvez pas traiter. Si vous traitez les plantes, vous allez faire quelque chose sur le poisson et inversement. Donc l'aquaponie, vraiment, elle est très très vertueuse sur ce plan-là, c'est qu'on peut être quand même avoir de bonnes garanties sur les traitements. Et après, on dit qu'aussi en culture aquaponique, par rapport à une culture maraîchère classique, on utilise 80% d'eau en moins, parce que là, on a un circuit d'eau en fait qui est en circuit fermé, donc on va en renouveler un peu tous les jours, mais beaucoup moins que ce que peut faire un maraîchage classique. Et après, on peut faire ça aussi partout. C'est pour ça qu'on entend surtout dans les cultures urbaines maintenant, où en fait, on n'a pas besoin de sol, donc on peut faire ça en plein désert, on peut faire ça sur un gratte-ciel. Donc c'est aussi le côté vertueux sur les terrasses. Et c'est ça qui fait que c'est vertueux et c'est aussi démocratique parce que tout le monde peut en faire aussi un peu chez soi. Et on voit tout de suite l'efficacité du système et le côté ludique parce qu'on fait chacun ses plans. On a parlé de vos truites, mais vous ne vendez pas que les truites, il y a également les produits transformés. Oui. Alors, expliquez-nous, ce qu'il y a comme produits transformés. Du coup, ça part du poisson entier vidé classiquement. Après, je fais donc surtout des filets sans arête, le plus couramment pour pouvoir le manger avec une sauce ou autre. Après, je fais aussi donc, du fumé sous plusieurs formes. Je fais aussi du gravlax. Après, je fais des rillettes à base de truite, des soupes. Puis après, sur événement, je peux faire des sushis, je peux faire des bagels, je peux faire toutes sortes de plats à base de mes truites. D'accord. Alors, je signale, même s'il n'y a pas beaucoup de membres de la RAL ici dans la salle, je signale que notre sortie au mois de juin se fera autour du bassin de la Gartempe et de la Couze et que nous aurons un arrêt dégustation sur la petite île qu'il y a chez vous, donc sur la Couze. Oui. Et qu'on aura une dégustation des produits de la pisciculture. Est-ce que vous avez des questions pour Jonathan, pour sa production? Non? Alors Anne, on va passer à vous, puisque vous vous trouvez au bout de la chaîne. Et j'allais dire, vous êtes au bout de la chaîne, vous vous intéressez, vous, au produit qui est
le produit est très important pour vous, produit de base, mais vous allez mettre votre savoir-faire au service de ce produit et vous allez encore, j'allais dire, le perfectionner, puisque moi, ce qui m'a frappé quand on a déjeuné à l'Anneau, c'est qu'il y a des plats qu'on a connus dans notre enfance, des plats qui sont simples, de la ruralité limousine, mais quand ils sont passés par votre main, par votre savoir-faire, là, c'est une cuisine raffinée, c'est une cuisine gastronomique. On reconnaît le produit, certes, mais vous l'avez embelli, vous lui avez apporté un plus. Et c'est justement la question que je voudrais vous poser. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce savoir-faire en termes de goût, en termes de qualité? Qu'est-ce que vous apportez en plus? C'est une question difficile parce que je pense que déjà la base, et c'est pour ça qu'on est tous là aujourd'hui, c'est que la base c'est le produit. Et qu'avec un mauvais produit comme votre fameuse carpe tchécoslovaque ou je ne sais où, vous n'avez pas réussi à faire un bon plat à votre mari. Non, c'était raté. Donc je pense que voilà, la base c'est le produit. Je pense qu'en effet, quand je vais y arriver, généralement, je le dis 3 fois, après c'est bon, Vincent. Non, bon. mais non, je pense qu'on ne dit jamais assez, je pense. Oui, non, mais en plus, Vincent, vous avez le plus. Quand Vincent a dit que... Enfin, quand vous lui avez demandé de définir qu'est-ce que c'était une bonne viande, en fait, moi, ma première expérience, c'est que dans un autre passé, j'ai été agricultrice à petit niveau, avec une toute petite exploitation. Et en fait, quand j'ai tué mon premier veau, enfin, fait tuer, je ne l'ai pas tué moi-même, heureusement. C'est pareil, c'était un veau lourd, donc parce qu'on m'avait dit que voilà, c'était... de toute façon, les miens en 4 mois, il n'y avait rien à manger dessus, vu que je ne leur donnais pas du tout d'alimentation en plus, etc. Enfin, c'était très, très artisanal, on va dire. Bref, je suis allée à l'abattoir, donc j'avais fait la formation hygiène, etc. J'avais déjà un élevage de volailles, donc j'abattais déjà je faisais abattre mes volailles, etc. Donc j'avais mes entrées à l'abattoir, donc je suis rentrée et j'ai demandé au boucher de me montrer ma carcasse. Le premier veau, c'était pour moi voilà, une découverte. Et donc, il m'a fait rentrer dans la chambre froide et il m'a dit, c'est une très belle carcasse et je vais te montrer pourquoi. Et il m'a montré le sol et il m'a dit, tu vois, il y avait un énorme veau à côté qui était pendu, mais dessous, il y avait une flaque. Et il m'a dit, regarde le tien, il y a 3 gouttes de sang. Et il m'a dit, en fait, ça se voit qu'il a été élevé en plein air, ça se voit qu'il a mangé des aliments sains. Celui d'à côté, alors je ne sais pas qui il était, mais celui-là, ça se voit qu'il a été forcé, qu'il a été nourri avec beaucoup trop de farine, etc. Enfin bon, bref. Et donc c'était son explication d'une bonne carcasse, c'était ça en fait, c'était de. Et c'est la même chose quand vous prenez une bonne viande dans votre poêle, elle ne va pas rendre d'eau. Ou de mousse. Il y avait toute oui, ou de mousse, mais c'était une époque où voilà, on mettait des hormones. C'est ça. Pas, bon, bref, ça venait de là. Je pense qu'aujourd'hui les gens sont plus sensibilisés à ça. Mais voilà, la base de nous, en tout cas cuisiniers, c'est le produit. Et moi, je dis toujours après, je pense qu'il faut cuisiner avec son cœur déjà. Alors, c'est facile à dire, mais je pense qu'il faut donner... il faut respecter ce produit-là déjà, pas se dire, bah, tiens, je vais parer, hop, je garde juste le cœur là, de mon rhum steak et puis le reste, je le jette. Non. Il faut vraiment respecter ce produit-là. Il a été fait, ça a été un dur labeur, ça a été, et je pense qu'il faut savoir mettre en avant le goût de ce produit. Pour moi, dans un bon plat, il n'y a pas plus de 3 ou 4 ingrédients. C'est ça. Oui. Je pense qu'il faut que chaque saveur et chaque goût soient respectés. Et surtout, les produits qu'on nous offre, ils sont de telle qualité que je pense qu'il faut vraiment qu'on en ressente le goût dans le plat. Après, je pense qu'il faut aussi s'adapter au terroir. C'est ce qu'on a essayé de faire. Je vous dis, moi, je suis pas originaire du Limousin. Je m'y trouve très bien. J'ai été adoptée par des gens formidables. Je trouve que il fait bon vivre. Mes enfants sont heureux. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'ils sont tous restés là, alors qu'ils ont bien râlé quand je les ai ramenés. Quand ils étaient ados. Voilà, les ramener à Limoges, c'était pas forcément le rêve, mais finalement, la famille s'y retrouve. Non, mais c'est pas un rêve. Et c'est dommage. Mais on en parle encore des gens qui pensent que c'est pas un rêve, et pourtant on a tout, on a cette magnifique campagne qui est à nos portes et on a voilà, une qualité de vie qui est incroyable. Donc voilà, cette région-là, moi j'ai essayé de m'y adapter et on a des traditions, on a des richesses de savoir-faire de nos anciens
qui malheureusement souvent sont perdus. Aujourd'hui, on veut faire de la cuisine rapide, etc. Je pense qu'il faut se repencher sur ces bases-là. Et c'est ça qui est important aussi, c'est qu'on a ces beaux produits, on a ces savoir-faire, c'est ce que je disais du début, savoir-faire de production, mais aussi le savoir-faire de cuisine. Et il faut se repencher sur ces recettes. Vous voyez, à une époque, il y a eu la cocotte minute. Moi, je suis la fille d'une maman qui n'a cuisiné qu'à la cocotte minute, qui est une piètre cuisinière. Et donc, c'était très souvent très mauvais ce qu'elle faisait, malheureusement. Bon, bref, c'est pas grave. Et en fait, aujourd'hui, on revient à la basse température, on revient aux cuissons lentes, on revient voilà, à des cuissons de 12 heures, comme faisaient nos anciens. Et c'est le respect du produit aussi. C'est-à-dire que si vous agressez un produit en le cuisant trop vite, ou trop fort, ou trop vif, ben après, il perd de ses qualités. Je trouve très intéressant sensorielles et nutritives aussi. Cette idée de respect du produit. Parce que ça, bon, que ce soit un produit Limousin ou un autre produit, ça dit bien que d'abord respecter la nourriture, respecter, c'est un art de vivre aussi qu'on devrait même transmettre à nos enfants, petits-enfants, parce qu'ils ont quelquefois besoin de bien savoir ça. Et je me souviens que vous m'aviez dit que vous aviez eu un très très beau compliment un jour d'un client qui vous a dit que la cuisine limousine, c'est comme si vous étiez limousine, hein, je crois, c'est ça? En fait, oui. Et c'est vrai. Un client m'a dit, en venant à l'Anneau, qui est pourtant une institution et qui est un lieu, voilà, il m'a dit, après avoir mangé, il m'a dit, on a l'impression que vous avez toujours été là. Et pour moi, c'était un très grand compliment. C'est un très beau voilà. Mais c'est vrai en plus. C'est vrai parce que des produits, vous faites renaître, vous osez faire renaître dans ce restaurant qui a quand même pignon sur rue ou sur campagne. Vous mettez des plats que bien des personnes n'oseraient pas mettre au menu. En fait, la tête de veau, même si ça a été remise à l'honneur par un président de la République français, mais la tête de veau, vous la présentez autrement et je ne dirais pas que vous la revisitez, parce que je trouve que le terme revisiter, il est un peu galvaudé, hein, il a quand même une connotation, pour moi. Hein, j'ai eu la chance de rencontrer Madame Mazet-Delpeux, qui a été cuisinière de Monsieur Mitterrand. Oui. Donc il y a eu un film sur sa vie, mais j'ai rencontré la vraie, qui est une femme extraordinaire et qui déteste ce mot. Elle m'a toujours dit, c'est un mot que je ne supporte pas, revisiter, je ne comprends pas ce mot. Vrai que, oui. Par contre, s'inspirer d'eux, ça c'est un mot qu'elle aime. Voilà. Oui, s'inspirer d'eux, c'est différent. Bah, écoutez, moi je trouve que les abats... Comme vous avez cru comprendre, quand j'étais enfant, je mangeais pas grand-chose parce que déjà, je me souviens qu'on me mixait les épinards avec du sucre pour me les faire manger. Oui. Donc, vous voyez, après, je partais de loin. Mais bon, comme je vous l'ai dit, ma mère était une piètre cuisinière, donc voilà, je pense que j'ai eu un rapport à la nourriture et pourtant j'adorais ça. Vous avez pris votre revanche quand même. Ben, peut-être. Et alors justement, il y a beaucoup de choses que je n'aimais pas, notamment les enfants n'aiment pas souvent les abats, n'aiment pas, voilà. Et quand je suis arrivée en Limousin, je me suis rendu compte que c'était une grande partie de la tradition d'ici. Et je me suis dit, il faut trouver toujours des moyens de les faire aimer, en fait, de les faire apprécier et de les faire découvrir par ce biais. Moi, vous ne m'auriez pas fait manger une amourette d'agneau. Enfin voilà, c'est... Bon, bref. Et voilà, et aujourd'hui, je cherche des recettes, en fait, qui pourront les faire aimer. D'accord. Non, mais c'est très, très intéressant. Et alors donc, bon, à votre carte, vous avez le bœuf, bien sûr, vous êtes à l'agneau. L'agneau, parce que j'ai vu qu'il y avait de l'agneau, du veau aussi, je crois. Oui. De la volaille aussi, oui, vous en avez. Alors, j'en ai pas vu, on fait peu de volaille, tout simplement, parce qu'on n'a pas réussi... Alors, la problématique de nos jours d'être cuisinier, c'est qu'on a la tête dans le guidon, en général. Bon, c'est un peu la vie de tous les jours de tout le monde, hein, mais... Je pense que nous, on a ce timing de... Voilà, les gens mangent à midi, les gens mangent à 19h. Oui. Et donc, on est tout le temps... en fait, on est tout le temps sur le pont, on n'a jamais le temps. Et en fait, moi, sur un gros restaurant tel que le Lano, en fait, la problématique est d'arriver à avoir des personnes qui me livrent, en fait. Puisque j'ai pas le temps d'aller au marché, j'ai pas le temps d'aller chercher, etc. Donc j'ai une grosse partie de mes produits locaux qui sont livrés. Alors bien sûr, on fait attention, là aussi on respecte les personnes qui le font, parce que non, ils ont leur travail aussi, et puis ils viennent livrer en plus, ce qui est chouette. Alors moi, par contre, je pars du principe que je discute jamais les prix. C'est-à-dire que si je me suis entendue avec une personne, en plus la personne va me livrer, j'estime que cette personne est assez... comment dire
Ouais, honnête, mais c'est même plus que ça. Enfin, Oui. je trouve qu'elle est assez. Enfin, elle aime son produit aussi. Enfin, tous vous faites un métier qui vous passionne et elle va pas aller me dire c'est 100 € si c'est 50, quoi. Voilà. Enfin bon. Donc je pars du principe qu'il faut aussi travailler en bonne intelligence et que voilà, cette personne, cette livraison, elle l'a fait, elle a aussi payé l'essence, etc. Donc c'est le juste prix pour moi. C'est différent du monde d'aujourd'hui où on va dans des grandes surfaces qui réunissent tout puis qu'on négocie des prix avec des gens qui font une marge déjà sur. Oui. Enfin, voilà, c'est un peu ce que disait Vincent tout à l'heure ou ce que disait Gilles, c'est que le fait d'être en circuit court, c'est ce rapport justement au client et à la personne qui consomme. Et vous affichez le juste prix dans vos fermes, dans vos boutiques. Et nous, c'est pareil en tant que restaurateur. Et voilà, donc j'ai pas encore trouvé pour l'instant de personnes qui pourraient me livrer de la volaille. Mais après, c'est pas non plus à l'anneau l'élément principal. Voilà. Et les légumes, donc vous avez une personne qui est en autre. C'est une personne qui est en reconversion professionnelle, figurez-vous, à 55 ans passés, je crois. Elle a été dans l'administration pendant fort longtemps et puis une fois pré-retraitée, elle s'est dit qu'elle avait envie de faire autre chose. Donc elle a mis les mains dans la terre et elle livre des légumes qui sont géniaux. Alors elle est pas en bio, elle est haute valeur environnementale, mais quand vous allez la voir à essayer de chercher ses betteraves parmi les herbes hautes, oui, d'accord. Voilà, on sent qu'il n'y a pas eu beaucoup de pesticides, qu'il n'y a pas eu beaucoup de désherbants, etc. Et ces légumes sont super bons. Et puis, c'est toujours la bonne saison. Donc, après, il faut l'accepter aussi. Quand on dit circuit court, on entend produits locaux. Ah ben, c'est sûr qu'elle ne va pas me livrer des tomates en ce moment. Et que j'ai des tomates que sur 3 mois pendant l'été, que j'ai des aubergines que sur 2 mois, et que le reste du temps, on se contentera de betteraves, de choux, etc. Et puis, il faut jouer le jeu. Et c'est notre jeu aussi de cuisinier. Et de se châtaigne, dire, tiens, je suppose, à la saison. Alors oui, de châtaigne à la saison, mais c'est vrai, il faut jouer ce jeu-là, de se dire, tiens, j'ai ce produit-là, qu'est-ce que je vais en faire, au lieu du contraire, de dire, tiens, j'ai une recette, et puis il me faut absolument ce produit. Voilà, c'est ça. Voilà. Et alors, c'est intéressant, là, c'est une parenthèse, c'est que on est en 2022, j'ai l'impression que c'est pas, je veux pas dire que ce sont des happy few, mais les personnes, mais nous on est très engagés dans les circuits courts depuis je sais plus quand là, depuis les années 2010, parce que nos enfants se sont engagés dans les circuits courts de par leur formation professionnelle, et nous-mêmes on opte pour les circuits courts, et je pense toujours, donc on a l'impression que c'est réservé quand même. C'est toujours les mêmes qui sont dans les circuits courts. Ça ne se démocratise pas tellement. Enfin, je ne sais pas l'idée que vous en avez, mais moi, j'ai l'impression que le bio se démocratiserait presque plus que le... Non ? Oui, tout simplement parce qu'ils font plus de pub à la télé, peut-être. Peut-être. Et le circuit court, pas trop. Et avant, c'était le contraire. C'était des personnes qui étaient qui avaient plus d'argent, qui allaient acheter toute l'année des tomates, qui allaient acheter... Alors que maintenant, au contraire, ils n'en achèteront plus. Moi, ce que je pense, c'est qu'en fait, on est trop sollicité et c'est trop facile de céder à la facilité, finalement, parce que vous allez dans une grande surface, que vous avez tout toute l'année, et que du coup, pourquoi prendre le temps et la peine des raisins à Noël. Oui, voilà. Enfin, c'est... Et les gens perdent cette habitude de se demander d'où ça vient et à quel prix. Quand je dis à quel prix, c'est-à-dire à quel prix ça a été fabriqué, c'est-à-dire qu'est-ce que ça a coûté au monde finalement. Voilà, et quelle quantité d'eau, et tout ce qu'il a fallu consommer comme carburant ou énergie pour l'apporter jusque chez nous, c'est finalement très... sans vouloir être dans une secte écolo, c'est une évidence. Enfin, pour nous, c'est une évidence. Alors, vous ne travaillez pas avec du bio, sauf pour le café, je crois. Le café, le pain, pour le moment, tout simplement parce que les personnes avec qui j'ai décidé de travailler le font. Ce boulanger, il aurait fait avec des farines non bio, enfin conventionnelles. Je pense que voilà, ça aurait été... peut-être pas exactement, mais si c'était des variétés anciennes, si elles avaient été élevées si elles avaient été cultivées de la même façon, etc. Le café, il se trouve que bien sûr, c'est pas fabriqué en Limousin, ça tout le monde le sait. Jusque là, mais par contre, alors
je ne sais plus, tout à l'heure ça m'a interpellée justement. Ah, voilà, en parlant de la truite, vous disiez, la truite c'est pas spécifiquement le Limousin. C'est moi qui l'ai dit. Voilà, c'est vous qui l'aviez dit. Mais en fait, moi j'estime que du moment que c'est une personne qui vit sur place et que c'est une entreprise ou que c'est qui fait vivre des personnes qui vivent ici, pour moi c'est Limousin. Donc forcément le torréfacteur il est d'ici. C'est une personne qui adore son travail, qui est passionnée, donc qui travaille bien forcément. Et lui, il va justement importer des cafés qui vont... Alors, parce que tout simplement, en bio, la qualité va être plus tracée. En fait, pour le café notamment, c'est commerce équitable et ou bio. Mais souvent, ça va ensemble. Et tout simplement parce que les cafés, malheureusement, qui ne sont pas encore en bio ou en commerce équitable, sont pas forcément, ils n'arrivent pas forcément sur la qualité de l'importation parce qu'il faut que les grains soient triés, qu'ils aient maturé tant de temps au soleil. Enfin, moi, je n'y connais rien en production de café, mais quelque chose comme ça. Et donc, malheureusement, il a cette traçabilité-là que dans le bio. Donc, forcément, par la force des choses, vu que lui, il travaille en bio, mais moi, je travaille en bio aussi. Mais son café est exceptionnel aussi parce qu'il le fait avec son cœur et avec... Et puis ça crée un lien en plus avec les artisans ou les... Mais c'est très important. Les personnes, c'est une chaîne finalement, même s'il est un peu en circuit fermé, c'est quand même faire travailler l'autre artisan qui habite, qui a besoin de nous. Et puis c'est un contact aussi, je pense, de même que dans le cadre des circuits courts, vous l'avez très bien dit, je trouve tout à l'heure, on a un contact avec les personnes qui consomment, qui produisent, à l'inverse, et il y a comment dire, il y a un retour, humain, c'est très important. Ouais. Vous aimez mon produit, pourquoi, voilà, vous revenez, et puis c'est l'humain en fait, c'est la chaîne alimentaire humaine. C'est ça. D'accord. Est-ce que vous avez des questions les uns pour les autres? Moi j'ai une question, toujours pour vous, juste, je ne pense pas qu'elle soit malvenue, je ne sais pas. Quel est votre regard aujourd'hui, vous qui avez participé à une célèbre émission de gastronomie, quel est votre regard sur la virtuosité et la performance de ces jeunes compétiteurs, jeunes ou moins jeunes, mais qui, alors eux pour le coup, ils ne sont pas dans le circuit court du tout, ils ne sont pas... quel est votre regard, C'est toujours... Alors déjà nous c'était la première année, je tiens à le dire quand même parce que on avait et alors c'était il y a déjà 12 ans et en plus à cette époque on n'avait pas accès à Internet comme aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas regarder les émissions qui existaient dans les autres pays. Aujourd'hui avec Internet on peut tout regarder partout. Moi je me souviens à l'époque je pense que j'avais un Nokia ou un Alcatel, enfin bref, on ne pouvait pas aller, même en essayant avec un ordinateur, etc., on n'arrivait pas, c'était bloqué, il y avait des blocages entre pays, on ne pouvait pas regarder les émissions. Bref, donc nous, on partait totalement dans l'inconnu. Moi, je n'étais pas quelqu'un qui regardait spécifiquement la télé, pas plus que ça, mis à part quelques films avec les enfants, voilà, mais rien de plus. Et j'étais pas très adepte non plus, mais tout a démarré à peu près dans ces époques-là. Si on regarde toutes les émissions entre guillemets de télé-réalité, elles ont entre 10 et 20 ans. Quoi. Enfin, voilà. La plus ancienne en France, c'est pas une émission de cuisine, mais elle a 20 ans, je crois. Et là, pour la cuisine, oui, c'est une quinzaine d'années. Ouais, c'est ça. Donc on était vraiment dans la découverte, et puis c'était pas comme aujourd'hui, quoi. Ça n'avait rien à voir. Moi, quand j'ai participé, c'était un défi personnel, et finalement, c'était pas forcément pour passer à la télé. Bon, il se trouve que c'était bien sûr filmé et transmis. Je dis pas que je le ferai pas aujourd'hui parce que c'est une très belle expérience et sincèrement à refaire, mais c'était vraiment pour le coup, je l'ai pris vraiment comme une aventure humaine. Et je crois que de toute façon, même pour ceux qui le font aujourd'hui, ça reste une aventure humaine à l'échelle de chacun. Oui. Alors après, bon, il y a la magie de la télé qui fait qu'il faut toujours que ce soit de plus en plus spectaculaire, de plus en plus mise en scène. Bon, après, ça reste une émission de télé-réalité, quoi. Voilà, c'est ça. C'est un spectacle un peu. Oui, voilà, c'est un peu un spectacle. Alors, je sais pas en effet s'il donne forcément de bons exemples. Mais la génération d'aujourd'hui, de toute façon, alors j'ai l'air d'être une vieille barboche quand je dis ça, mais c'est vrai. On ne la comprend pas trop. C'est tout dans l'artificiel et le paraître. C'est un petit peu compliqué avec tous les réseaux sociaux, etc. Moi, ça me dépasse un peu dans la compréhension, pas dans le fait que je sais utiliser mon téléphone, mais
dans la compréhension de leur monde, en fait. Je pense que c'est aussi ce qui fait la difficulté de cette jeunesse à trouver un but et à s'identifier à des choses. C'est que finalement, tout va trop vite. Et quand on disait qu'il faut donner le temps aux choses pour produire, grandir, ça, malheureusement, je pense qu'ils se rendront compte un jour. Mais pour l'instant, ils sont dans la vitesse. Et avant de passer la parole à nos auditeurs, est-ce que vous avez des projets justement pour mettre pour accentuer pour mettre un coup d'accélérateur encore à vos activités, à la qualité, mettre en valeur le goût, Gilles? Développer nos projets. Notre boutique vient d'ouvrir il y a 2 mois, 3 mois, donc c'est tout récent. Donc on va essayer de s'y consacrer pleinement et de faire du mieux possible. Et de continuer l'aventure circuit court et transformer au mieux nos produits, quoi. D'accord. Nous, on a la chance d'avoir goûté tous vos produits et on est complètement satisfaits. C'est très bien. Remercie. Vincent, vous avez des projets, vous, à part le bœuf? Alors oui, ça c'est un projet. C'est un projet, c'était un essai. Le premier vient d'être abattu il y a 10 jours, va être commercialisé pour Pâques. C'est un essai. Je suis tout novice, j'en ai même jamais mangé. Donc, on va voir. C'est un projet. Moi, aujourd'hui, mon projet, c'est de travailler en circuit court, d'arriver à travailler à 100% en circuit court. À 100%, oui. Et depuis que je suis dans les circuits courts, je me suis rendu compte que finalement, mon projet, j'ai des enfants, et c'était de laisser quelque chose de viable à mes enfants. Quelque chose de sain et quelque chose qui pourra perdurer dans le temps. Et je pense qu'on était parti à un certain moment dans des directions qui n'allaient pas nous amener à ça. Et comme Diane, comme vous dites, aujourd'hui, il faut prendre le temps de produire, prendre le temps d'éduquer nos consommateurs. Un consommateur, je l'ai appris au magasin, moi, à Braine-Campagne, quand j'ai mis mes premiers veaux rosés, il a fallu les éduquer. Pour eux, c'était pas du veau. Un consommateur, il faut l'éduquer, il faut lui apprendre, il faut lui faire découvrir ce qu'on produit, il faut qu'il prenne le temps de le cuisiner derrière. Et je pense qu'aujourd'hui, oui, c'est le temps. Et les gens sont tellement pressés, il faut qu'ils prennent le temps. Nous, on prend le temps de produire, on prend le temps de venir leur amener nos produits directement. Et il faut que derrière, ils prennent le temps de venir nous rencontrer et discuter avec nous. D'accord. Jonathan, vous avez des projets, à part faire naître les truites chez vous et puis agrandir l'aquaponie Oui, c'est ça. Après, c'est surtout pérenniser l'élevage. Après, voilà, il y a un peu l'aquaponie. C'est aussi un peu pour s'amuser, pour faire des choses qui sont intéressantes à faire aussi dans le travail, quoi. Et puis après, c'est de faire découvrir à des gens que le poisson, c'est bon en Limousin. C'est vrai. Alors moi, je ne sais pas. Alors Anne, vous, votre projet, j'ai entendu parler d'un nouveau restaurant. Oui, je crois que j'ai assez parlé. Oui, rapidement, non, je suis en train de monter donc avec une associée qui s'appelle Séverine Bru. On est en train de créer un restaurant, enfin une trattoria, donc ce sera un restaurant italien, mais avec que des produits français, locaux, bien sûr, le plus possible. On travaille notamment avec la laiterie des Failles sur l'élaboration d'une mozzarella limousine. Voilà, histoire d'avoir vraiment tous les produits qui viennent d'ici. Donc ce sera une trattoria donc avec des recettes de l'Italie du Sud, mais que des produits limousins, enfin au maximum possible, bien sûr, comme le café par exemple. Oui, ne sera jamais limousin. Et le tiramisu ne sera pas à 100% limousin. En tout cas, les farines, les tomates, enfin bon, bref, tout ce qui fait la cuisine italienne, tout sera en tout cas, on va essayer sur le max la Nouvelle-Aquitaine. Puisque la tomate, elle est mieux à Marmande qu'à Limoges. Oui, c'est sûr, oui. Et vous avez une idée du lieu ? Alors le lieu, ce sera avenue de la Libération, au 23, donc c'est l'avenue qui descend de Place Denis-Dessous au Champ de Juillet. Et ça s'appellera Sainte-Anne. Et donc l'inauguration, c'est le 26 juillet, le jour de la Sainte-Anne. De la Sainte-Anne, c'est bon à savoir. Voilà. Ça sera, je pense, oui, c'est une bonne idée. Et moi, j'en reviens, je vais faire une remarque. Vous me dites si je me trompe, mais en vous entendant, puis même dans la mesure où je travaille quand même pas mal sur l'évolution du paysage, l'économie rurale
et où j'ai travaillé notamment en Auvergne, où finalement les problèmes sont sensiblement les mêmes que ceux d'ici. Je me demande si la prise de conscience de la qualité de la viande, et en particulier, ça a peut-être commencé par la viande bovine. Moi, je me souviens que quand j'étais petite, maman disait toujours le porc qui mousse, c'est pas bien. C'est sûr que c'était pas très bien non plus. Mais je me demande si pour la viande bovine, la prise de conscience a pas été déclenchée par la fameuse crise de la vache folle. À ce moment-là, les gens ont été beaucoup plus sensibilisés, parce qu'ils se sont mis les producteurs cantaliens, les producteurs de vaches salaires, se sont mis à établir des chartes de qualité pour la traçabilité, pour que les gens puissent voir qu'il n'y avait pas trop de risques. Est-ce que ça remonte pas, en gros, à ces années-là, à 95-2000 l'amélioration, la volonté d'améliorer la viande et l'idée des circuits courts? Oui, ça a été peut-être le déclenchement. Oui. Et de la traçabilité, c'est certain. Oui. Les consommateurs ont voulu savoir ce qu'ils mangeaient, d'où la viande venait, où elle était abattue. Ça a été les premiers pas de la traçabilité. Après, les circuits courts, on a eu vraiment une explosion aussi au moment du Covid. Oui, ça c'est. On avait été bien obligé d'acheter près de chez soi. Là, on était quand même un peu limité. On était contraints et forcés d'aller au plus près et de consommer plus que local. Donc là, on a eu un effet quand même où les gens se sont réveillés quand même et ont dit, on a des éleveurs à côté de chez nous, on a tout ce qu'il faut autour de chez nous, et ces nouveaux clients, on les a gardés. Vous les avez fidélisés. Oui. Oui, vous aussi. Oui, moi je pense que c'est toujours des effets comme ça historiques. Alors pour la vache, c'était certainement crise sanitaire quand même. Oui, et là c'est pareil, en fait la truite, on est revenu sur la truite par exemple quand on s'est aperçu que le saumon ça pouvait être moins bon. Là le Covid, du coup voilà, on ne pouvait pas aller très loin, donc on s'est rapproché des producteurs locaux, ils ont découvert. Là je pense qu'on est dans une crise aviaire où ça va être très compliqué, donc oui, il y a ça aussi. On va peut-être prendre conscience d'ici la fin de l'année sur les produits, le foie gras ou des choses comme ça qui vont être de plus en plus compliqués à avoir. Donc je pense que oui, il y a des effets comme ça qui vont nous faire que le consommateur va se rapprocher du produit de base et peut-être s'y intéresser plus et justement de comprendre certaines choses que nous, on essaie de mettre en avant en élevant. Ça me fait penser à ma grand-mère qui avait une petite ferme et qui tous les samedis, mais c'était pas par idéologie, pour elle c'était purement alimentaire. Tous les samedis, elle prenait l'autobus avec ses paniers, avec sa balance et elle allait au marché de la place Marceau. Et tous les samedis, elle retrouvait ses clientes, toujours les mêmes, d'une saison à l'autre, qui revenaient chercher les châtaignes blanchies. Après, c'était les cerises à la saison et des cerises pas très belles parce qu'elles étaient piquées. Mais voilà, on est encore... c'est un éternel recommencement, enfin, avec d'autres moyens et d'autres façons de voir les choses. Mais on est là. Je vous remercie tous les quatre. Je regrette